Bon, bonsoir à tous. Du coup, ce soir, on se retrouve pour le troisième volet de la conférence Hall of Fame, le panthéon des cultivateurs de plantes carnivores. Donc, le but de cette conférence, vous allez le voir, c'est de présenter des personnalités qui ont impacté notre domaine des plantes carnivores, que ce soit il y a très longtemps, très récemment. On va commencer. Est-ce que je peux avoir la suite? Voilà. C'est parfait. Je me présente rapidement, comme à chaque fois. Donc, je m'appelle David. En 2014, j'ai créé un site qui s'appelle leadarticle.eu dans lequel on a fait des tests de matériel à base de LED pour les plantes, que ce soit les piments, les plantes tropicales, les plantes carnivores, etc. On a fait du référencement, des mesures, du déballage, des vidéos, etc. Bon, voilà, si vous voulez aller voir, c'est intéressant. Il n'y a plus beaucoup d'activités en ce moment, mais il y a beaucoup, beaucoup de ressources dessus. 4 ans plus tard, j'ai créé un site qui s'appelle carnivore.zone, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est de la vente de plantes carnivores entre particuliers. Voilà. C'est parti. Pourquoi cette conf? Eh ben simplement parce que c'est important de connaître les choses pour bien les protéger. Ça, c'est vraiment le point important de cette conférence. Tous les gens qu'on va voir, ils se sont renseignés, ils ont travaillé pour la protection de ces plantes et pour que tout le monde puisse en profiter. Et donc, c'est important de connaître les choses, je pense, qu'on cultive. Ensuite, pour inspirer des amateurs, parce qu'on l'a vu dans les deux premières confs et c'est encore le cas ce soir, c'est pas forcément des professionnels, c'est pas forcément des professeurs ou des diplômés qui sont aux responsabilités dans notre domaine. Il y a parfois des amateurs. François Hamel, à la base, il est prof de français et le mec, il décrit et il dessine quand même des Nepenthes de bout du monde, quoi. Donc, vous voyez que c'est pas forcément des pros. Et pour moi-même, en apprendre plus, à chaque fois c'est le cas. Et pour, je crois, tous les gens qui font des conférences, qui préparent des conférences, même rapidement, on en apprend toujours quelque chose quand on creuse des sujets, même des sujets qu'on connaît bien. Et c'est encore plus enrichissant quand on creuse des sujets qu'on connaît pas très très bien, quoi. Voilà, ça permet franchement de découvrir un domaine. On n'est pas obligé d'aller très loin dans les sources, mais ça permet de toute façon d'en retirer quelque chose. Petit reminder des personnes dont j'ai parlé les deux dernières conférences. La première personne, c'est Adrian Slack du Royaume-Uni. Je pense que vous vous en souvenez, son nom apparaît dans pas mal de plantes. Allen Laurie, qui nous a quitté il n'y a pas si longtemps, qui est un gros cultivateur d'Australie, qui a référencé une grosse partie des plantes là-bas. Enfin bon, vous verrez la conf. Andreas Quistuba, dont on a parlé tout à l'heure, qui a une pépinière légendaire en Allemagne. L'ami Barry Rice, qui va avec Bob Hanrahan, qui sont deux piliers de l'ICPS, qui ont créé à peu près toutes les structures qu'on connaît maintenant et qui ont été aux responsabilités pendant très longtemps. Acte 2, ça c'était la dernière conf, on a parlé de Carl Linus, là on retourne quelques siècles en arrière, c'est le monsieur qui a expliqué comment marchait les genres, les espèces, qui a vraiment spécifié la nomenclature des plantes, c'est ultra intéressant comme sujet, c'est très très fourni. Charles Darwin, je pense que je ne vais pas le présenter, même si je peux vous dire qu'il était passionné par les plantes carnivores. L'ami Donald Schnell, dont vous connaissez sans doute la plante Don Schnell, qui est un sarracénien en hommage à lui, de la part des aussi autres grands monsieur que sont au moins Peter D'Amato, François May, dont on a parlé tout à l'heure et dont on parlera au mois de juin en le recevant chez nous, et Jean-Jacques Labat, cultivateur aussi légendaire en France, qui a amené beaucoup de monde à la culture des carnivores grâce à ses bouquins, ses vidéos, etc. Voilà, tous ces gens sont importants. On va parler d'autres personnes aussi importantes ce soir, j'espère. On va commencer par Christian Klein. Est-ce que certains d'entre vous ne connaissent pas Christian Klein? Alors pour cette petite présentation de lui, j'ai eu besoin de voir un peu comment il décrivait son entreprise et son métier sur la page dédiée de son site, parce qu'il est cultivateur, mais voilà. Et en fait, j'ai découvert qu'il était maître jardinier. Alors je connaissais pas ce terme, évidemment. Et le terme de maître jardinier, c'est Gartenmeister en allemand. Arthur me corrigera ou pas. Et évidemment, bon, chez nous, ce terme, il n'a pas vraiment de sens officiel. C'est pas, voilà, c'est pas un terme dont on entend parler. Mais en fait, en Allemagne, c'est une qualification professionnelle et même de haut niveau en horticulture. Alors, pour celles et ceux qui se demandent s'il y a un lien direct avec les maîtres kebabiers, pas du tout. Simplement parce que pour obtenir ce titre de maître jardinier, on doit suivre une formation approfondie et une qualification, après une qualification initiale de base en jardinage. Et il y a à la fois les aspects techniques, ils font de la gestion d'entreprise et ils font aussi de la pédagogie. Du coup, et c'est très valable en Allemagne, ils ont souvent amené à former des apprentis, on comprend donc mieux le terme de maître dans ce cas-là.
Et en Allemagne, le système de formation professionnelle, vous le savez peut-être, il repose sur un modèle où il y a à la fois de la théorie et de la pratique. Ils sont beaucoup dans ce modèle-là. Et donc, un maître jardinier peut gérer sa propre exploitation horticole, évidemment, travailler dans des jardins botaniques. Ils peuvent occuper des postes à responsabilité dans le secteur du paysage ou de la production végétale, quoi. Et en l'occurrence, c'est son cas. Et lui, on voit que ça a apporté ses fruits, puisque en fait, il a su s'entourer de manière ultra efficace pour faire marcher sa boîte, hein. Ça fait quand même un petit moment. Donc en fait, il est en collaboration. Alors il est initialement directeur d'une entreprise d'aménagement paysager, donc il fait pas que de la carnivore, mais il est spécialisé en carnivore et il est en collaboration avec un paysagiste et une assistante. Alors c'est cool parce qu'il les met à l'honneur sur son site. Donc Christian Klein, c'est le monsieur que vous voyez tout en haut à gauche. Vous avez un paysagiste qui s'appelle Marco Klein, qui est en bas à gauche. Il y a Vanessa, assistante, qui l'aide parce qu'il a quand même une exploitation énorme. Et il a eu la bonne idée de mettre son chien. Je trouve ça plutôt cool euh, d'inclure toute la famille dans la gestion de l'entreprise, quoi. Alors, où est-ce qu'on trouve cette pépinière? Je vous ai fait un petit screenshot de Google Maps. Donc, son site, pour ceux qui ne le connaissent pas, s'appelle Carnivores and More, tout en anglais. Et il se trouve, vous voyez la carte de droite, pas très loin de Luxembourg, à la frontière française. Et vous allez donc trouver dans ce coin-là, c'est d'ailleurs pour ça, non, c'est vrai que, non, c'est donc à cet endroit-là qui produit ces plantes. Vous voyez sur la photo de gauche, on aperçoit sa serre. Je pense qu'il a d'autres productions ailleurs, mais j'en suis pas sûr. Ensuite, son site web. Alors, son site web s'appelle carnivoresandmore.de pour l'Allemagne. Je ne sais pas si vous savez. Sur son site, on trouve aussi. Alors, on ne trouve pas que des plantes carnivores. Il y a aussi des orchidées et des plantes carnivores et des plantes tropicales, pardon. Et en fait, son site est tout neuf depuis une semaine. J'ai eu la chance de tomber dessus la semaine dernière, enfin début de la fin de la semaine dernière. Et en fait, ils ont changé plein de choses. Ils ont changé toute l'architecture. Ils ont changé visiblement de plateforme aussi. Il y a encore quelques bugs parce qu'il y a des pages qui sont pas accessibles. Mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'il y a énormément de choses et c'est beaucoup plus clair que le site qu'il avait avant, qui était un peu, pas incompréhensible, mais il était déjà totalement en allemand, donc c'était un peu rédhibitoire. Et puis, il y avait visiblement un peu moins de choses, c'était moins bien organisé, quoi. Donc vous voyez tout ce qu'on trouve chez lui, il n'y a effectivement pas que des carnivores, beaucoup de Sarracenia, de la Neppe, Pingicula, Dionée, enfin bon, je vous laisse lire évidemment, plantes à fourmis, des orchidées, des plantes tropicales, il y a des fougères, des bégonias, des rhododendrons, enfin vous voyez qu'il fait vraiment du végétal et pas que de la carnivore. Par curiosité, et parce que j'aime bien faire ça, j'ai cherché un peu la date de première mise en ligne de son site, donc de savoir à quel moment le carnivoresandmore.de il avait affiché quelque chose. Et en fait, alors j'utilise, je sais pas si on va le voir, non, c'est pas tout de suite. On le verra juste après, pardon. Je voulais vous afficher d'abord le fait qu'il est disponible en français maintenant, ce qui n'était pas le cas avant, et que maintenant il a plus de 750 références de plantes différentes. Alors je vous ai fait un petit screenshot en bas juste des Sarracenia, et on voit que éclaté en espèces de Sarracenia, on a 35 alata, 92 flava, enfin vous voyez là, il y a déjà au moins 400 plantes de dispo, 400 références de disponibles. Donc franchement, si vous cherchez quelque chose, n'hésitez pas à visiter son site, il y a vraiment de quoi faire, quoi. Et donc je disais, j'ai l'habitude de regarder un petit peu quand ont été fondés les sites web quand je fais ces analyses. Et on voit que lui, bah, 2004, quoi. Donc on est en train de dire que bah, son site, il a 21 ans cette année, quoi. Donc ça fait 21 ans qu'il propose des plantes en Europe. Alors je ne sais pas si c'est de la livraison tout au début ou si c'était juste de la vente sur place. Mais en tout cas, voilà, ça fait 21 ans qu'il a un site web et qu'il vend des plantes carnivores. Donc vous pouvez évidemment y aller les yeux fermés. Et j'ai quand même récupéré quelques screenshots, parce que c'est ce que permet de faire Wayback Machine, ce site d'archivage. Et donc on voit à gauche, c'est la première page d'accueil de son site. Il y a donc 21 ans, donc il y avait déjà pas mal de choses, pas mal de plantes, c'était déjà assez diversifié, c'était totalement en allemand. Et à droite, vous avez bah, une de ces premières listes de plantes dispo sur le net, quoi. Donc là, on est 03 11 2011, donc c'est effectivement un peu plus tard. Mais voilà, c'est tout premier screenshot du site, quoi. Incroyable. Ensuite, vous avez sans doute dû voir ces deux lettres C et K ou Klein dans les différentes listes de culture que vous pouvez trouver
que ce soit sur Facebook, sur les forums, sur les sites un peu perso, et ben à chaque fois, effectivement, c'est lui. Donc si vous repérez ces deux petites lettres, vous savez que ça vient de chez lui. Par exemple, la Flava, la Sarracenia Flava Goldie que j'ai acheté la dernière fois, je sais qu'elle vient de chez lui parce qu'il y a ses initiales dessus. Et ça, c'est cool. Et ça permet évidemment une traçabilité, on ne le répète jamais assez, hein, mais quand vous étiquetez vos plantes, surtout mettez bien toutes les infos en votre possession parce que c'est ultra important. Une fois que ces informations elles sont perdues, c'est perdu à tout jamais. Donc notez bien vos plantes, c'est très important, on vous le répète, mais c'est voilà. Donc ça, c'est pour l'ami Christian Klein. On va passer au deuxième. On quitte le continent européen pour traverser l'océan. Et on passe sur quelqu'un que vous devriez sans doute connaître si vous êtes un peu sur Facebook, les différents groupes de plantes carnivores. C'est Jeremiah Harris. Vous devez le connaître. Lui, c'est un passionné américain de plantes carnivores. Il est reconnu, son fait d'armes, c'est de détenir une des plus vastes collections privées aux États-Unis. C'est pour vous dire un petit peu le niveau. Il est originaire du Colorado, hein, comme je vous l'ai écrit. Et en fait, il s'est intéressé aux plantes carnivores à l'âge de 5 ans. C'est un peu comme Peter D'Amato, ça commence très très tôt cette histoire. Et un peu après, en février 2023, il s'est décidé à créer la Colorado Carnivorous Plant Society, un peu à l'image de l'ICPS. Donc cette society, cette association en bon terme français, donc ça, il l'a fait en février 2023, il y a plus de 20 ans déjà. Cette association se consacre à la culture, à l'étude et à la préservation des plantes carnivores, au Colorado évidemment. Donc c'est un pendant à Dionée chez nous, mais pour le Colorado, c'est la même démarche. Cette association, elle sert évidemment de point de rencontre pour les personnes intéressées par les plantes carnivores, où les membres peuvent partager leur expérience, ils peuvent discuter, échanger des conseils, des connaissances. Donc, en l'occurrence, l'idée là, c'était de créer une association où que vous soyez vraiment un gros débutant, ou que vous soyez un professionnel, vous pouviez y aller pour discuter, échanger, approfondir aussi vos connaissances. Et en l'occurrence, cette association propose une grande variété de ressources pour répondre un peu à tous les niveaux de connaissances, quoi. Et c'est intéressant parce que on retrouve encore cette Colorado Carnivorous Plants Society, et c'est une nouvelle fois une démarche de partage. On parlait tout à l'heure de pédagogie, et ben, il est vraiment encore une fois dans ce partage. J'ai parcouru ce test. Alors attendez, excusez-moi, désolé. J'ai parcouru le site qui s'appelle coloradocarnivorousplantsociety.com, si je dis pas de bêtises. Et en fait, alors le site a relativement mal vieilli, les mises à jour sont très peu suivies, il y a des choses qui sont à peu près à jour. Typiquement, les fiches de culture, bon, vous allez me dire ça bouge pas souvent, mais quand même. Donc vous avez, on voit bien que les liens bleus HTML, tout ça, c'est pas nouveau comme web. Ça c'est à jour, on peut encore aller consulter, je pense que c'est relativement consulté encore. À côté de ça, j'ai fait le tour, j'ai regardé, j'ai cherché des sources. Et il y a des endroits où on se retrouve avec des données où il parle de la prochaine réunion en mars 2007. Donc le site a périclité au bout de 5-6 ans, quoi. À tel point que je pense qu'il est vraiment plus du tout maintenu à certains endroits. Dans le sens où il y a des endroits où vous cliquez sur des liens pour voir des vendeurs de plantes carnivores et vous retrouvez sur des sites pour adultes que je peux pas vous montrer, sinon on va se faire sortir de Twitch. Mais globalement, voilà, ce site a été une ébauche d'associations, et c'est dommage que ce soit arrêté. Mais bah, c'est comme ça, les gens qui font de l'associatif parmi vous, ils savent que c'est compliqué de faire sur le long terme. On a vu pas mal de personnes faire des chaînes YouTube, que ce soit de carnivores ou d'autres choses, hein, qui bossent pendant un an et demi à fond. Et puis au bout d'un moment, la motivation, elle diminue. Et puis au bout d'un moment, malheureusement, on abandonne. Alors que ce soit volontaire ou à cause du taf qui prend plus de boulot, la famille, etc. Mais voilà, c'est compliqué sur le long terme, et c'est pour ça qu'on a besoin en permanence de gens qui viennent discuter sur le chat, qui viennent nous motiver, qui viennent nous challenger un peu. Voilà, c'est important pour faire vivre la communauté, quoi. Voilà, c'est pas il y a des gens qui. Tout le monde est actif en fait dans cette communauté, quoi. Revenons-en à celui qui nous intéresse. Oula, il y a un seul link qui va pas, c'est pas grave. Revenons-en donc à Jeremiah Harris. Donc sa collection comprend, je vous ai dit tout à l'heure, c'est supposé la plus grande collection privée des États-Unis en termes de plantes carnivores, 15 000 plantes
Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça fait. Ce qui représente environ 2500 taxons différents. Alors, petit reminder sur le vocabulaire horticole. Un taxon, c'est en gros une plante, que ce soit qu'elle soit désignée par son genre, qu'elle soit désignée par sa famille, enfin, par son genre et son espèce au minimum. Et après, on se retrouve avec des sous-espèces, des formes, et je me souviens plus du dernier. Mais en l'occurrence, c'est des plantes biologiquement et horticulturellement différentes. Voilà, donc il en a 2500 différentes. Et parmi les genres de plantes carnivores qu'il a chez lui, il y a de la Dionée, de la Sarracenia, de la Nep, des Cephalotus, d'Arlingtonia, Drosera, Utricularia. Je crois que le mot que j'ai effacé, c'était autre carnivore, mais parce que je voulais pas vous donner le détail. Mais voilà, il n'a pas que ça. Il y a d'autres genres de carnivores qui rentrent en jeu dans cette histoire. Et en tout cas, dans sa collection. Parmi ses favorites, il nous dit qu'il adore Nepenthes raja, qui est une espèce qui l'a fasciné depuis qu'il est gamin. Et bah, vous avez vu, hein, il cultive une large gamme de plantes carnivores. On a beaucoup de genres différents. Et il a 3 serres distinctes avec donc des environnements spécifiques pour la bonne culture de ces plantes. En plus de sa collection, je sais pas si c'est la suite. Ouais, c'est ça, il faut que je termine avec ça. En fait, il n'a pas de pépinière officielle, vous avez compris, puisque c'est une collection privée. Il n'a pas de pépinière officielle, il n'a pas d'activité professionnelle officielle. Alors, je ne sais pas comment ça se gère aux États-Unis, mais pas de site en tout cas de vente. Il utilise une plateforme qui s'appelle Carnivorous Plant Resources. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ça. Alors, je vais me faire un peu de pub, mais en fait, c'est le pendant de Carnivore.zone aux États-Unis. C'est-à-dire, c'est une plateforme qui permet de mettre en vente des plantes carnivores, évidemment. La différence, c'est qu'ils prennent un peu plus cher que nous en commission, mais ça, je vais passer dessus. Et donc, en regardant son catalogue, on tombe sur 52 pages de 30 produits. Donc, le mec avait pas menti. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de plantes. Je vous ai mis un screenshot à droite. Vous voyez que les prix, quand même, vont de 2 dollars à 12 000 dollars. Donc, il doit y avoir des lots énormes, je pense. Je vais pas tout regarder, mais voilà. Et je ne sais pas si on voit bien sur le screenshot, mais par exemple, sous la première Dionée qui est en haut à gauche, il y a marqué 26 en stock et c'est à peu près pareil sur les autres plantes. Donc, il n'a pas qu'une seule version, enfin, qu'un seul exemplaire de chaque plante, hein. Il en a beaucoup, beaucoup, beaucoup avec des plantes que je connais pas d'ailleurs, Trifid, Trap, tous ces trucs-là, je connais pas, mais c'est intéressant. Allez faire un tour sur ce site, vous allez voir, il a plus de 1500 plantes en vente, même si elles ne sont pas toutes en stock. Il a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, sa boutique sur Carnivorous Plant Resources, c'est Jeremiah's Plantes, les plantes de Jeremiah. Donc, qu'est-ce que j'avais après pour vous? Ouais, ce mec adore faire des vidéos. Et en fait, depuis qu'il est gamin, bon, vous voyez, lui, ça a commencé tôt, je vous l'ai dit. Depuis qu'il est gamin, il fait des petites vidéos pour montrer un petit peu son évolution. Et là, il a ressorti il n'y a pas longtemps une vidéo qui date de 2002, donc il y a 23 ans, donc ça c'est lui, qui est en train de construire sa première greenhouse, enfin sa première serre dans son jardin. Donc voilà, c'est intéressant. Je vous ai pas mis la vidéo en entier parce que ça n'a pas d'intérêt, mais si vous voulez aller jeter un œil, allez-y, il n'y a pas de souci, elle est dispo sur sa chaîne YouTube, dont je vais vous parler maintenant, puisque c'est le bon moment. Ce mec a une chaîne active depuis 15 ans, il a commencé, c'est quand même assez dingue de voir ça. Il a donc 5000 abonnés et 175 vidéos. Ça n'a pas l'air grand-chose, 5000 abonnés. Mais mine de rien, dans le domaine dans lequel on est, c'est vraiment énorme. Je ne sais pas si en France, il y a quelqu'un qui a 5000 abonnés. C'est possible, hein, mais... Et 175 vidéos, il est ultra prolifique. Si vous voulez regarder ce qu'il fait, vous allez sur youtube.com/jeremiahcps, je vous ai mis l'adresse. Il fait des visites de serres commerciales, typiquement Terrouet Tropical. L'autre fois, il est allé en Hollande pour faire de la visite. Je crois que c'est chez Flora et Collaborative, mais je ne suis pas sûr. Et donc, de temps en temps, tu as des vidéos d'une heure ou d'une heure et demie où il fait le tour, il discute avec le proprio, il demande comment ça se passe, etc. Il regarde les plantes. C'est ultra intéressant ce genre de visite. Petit screenshot. Donc, c'est le monsieur que vous voyez là. Et bah, typiquement, là, une de ses dernières vidéos, celle d'il y a 4 mois, il fait la visite de ces Dionnées en octobre 2024. Donc si la vidéo dure quand même 30 minutes, hein, c'est pas mal. Et donc vidéo évidemment tout en anglais, de visite de serre, c'est intéressant, on apprend des tips, on apprend plein de choses. Je vous conseille d'aller faire un tour sur sa chaîne et de vous abonner, 176 vidéos. Vous avez un petit peu
un petit peu de travail pour tout voir. Et ça, c'est cool. Son compte Insta, parce que c'est quand même là-dessus qu'il est le plus actif. 62 000 abonnés, 4500 publications. Le mec envoie des vidéos et des photos dans tous les sens. Jérémias plante son compte Insta. Il fait aussi des visites de serre commerciales. J'ai remis la même chose parce que ça ressemble pas mal. Et bah pareil, hein, compte Insta intéressant. Regardez un peu ça. Si vous le croisez, vous allez voir, vous allez le reconnaître tout de suite. Cette photo-là, il la met un petit peu partout. Je vais vous expliquer juste après pourquoi. Donc 4500 publications, 62 000 followers, il suit 3300 comptes, enfin bon, c'est un délire. Colorado, USA, on l'a dit, et voilà, il a donc, vous le voyez peut-être sur le screenshot de son Instagram, parce que visiblement il en est ultra fier. Il a un record au Guinness Book, il a un record de taille de piège de Dionée. Il a fait ça avec une Dionée Muscipula alien, donc c'est un cultivar bien connu avec un piège mesurant 6,1 cm, ce qui commence à quand même faire des pièges d'une taille relativement raisonnable par rapport à la taille de sa main. Je sais pas si vous voyez. Donc voilà, il fait une vidéo où il explique comment il a eu ce truc, comment il a eu cette plante, comment il a réussi à avoir ce record, etc. quoi. Donc ça, je trouve ça un peu cool. J'aime bien ce genre d'anecdote où bah, je trouve ça sympa de pouvoir remercier ce mec de cette manière-là, quoi. C'est une manière un peu de le remercier. Je trouve ça bien. On continue. Quatrième, on revient en Europe. Redirection l'Allemagne. Est-ce que vous savez qui est Matze Mayer? Alors moi je le connaissais pas, enfin je connaissais pas son nom, mais je connaissais sa boîte avant d'aller à l'EE à Nancy en 2023. Lui c'est un cultivateur allemand de plantes carnivores forcément et qui fait partie en fait, je dirais de la nouvelle garde des personnes publiques du domaine des plantes carnivores. C'est celui qui communique beaucoup et de manière ultra efficace. Ça, c'est vraiment agréable. Il est, pour la petite info, il est originaire de Ludwigsburg, au sud-ouest de l'Allemagne. Ce mec a plus de 25 ans d'expérience, hein. Il a aussi commencé quand il était gamin, je vous en parlerai après. Et donc, il a acquis une renommée, je vais dire internationale, hein. Je pense que là-dessus, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, bah, c'est pas pour rien qu'il a été invité à l'EE il y a 1 an et demi. Sur les plateformes vidéo, il est ultra actif. Il fait visiter sa serre en général au moment de la journée mondiale des plantes carnivores. Donc, si vous voulez retrouver sur le site de l'ICPS, vous retrouvez la visite de sa serre en Allemagne. Il participe à des vidéos à la télé, à des émissions de télé en Allemagne et tout. Il est quand même relativement connu sur le sujet. C'est lui qu'on appelle visiblement quand on a besoin de quelqu'un sur les plantes carnivores et aussi sans doute Andreas Wisdua. Et donc il fait des interviews, je le disais, des tables rondes, et comme il est ultra souriant et ultra accessible, et ben ça ne gâche rien et ça lui permet d'être assez populaire. Une chaîne YouTube qui s'appelle Green Joe's, ça c'est le nom de son entreprise et de sa pépinière. Je pense que vous reconnaissez le petit logo vert avec les deux petites mâchoires là. Donc Joe's en anglais c'est mâchoire, hein, donc c'est mâchoire verte le nom de sa pépinière. Il a une chaîne YouTube avec 30 000 abonnés. Lui aussi, il est ultra prolifique. On est à 298 vidéos, ce qui est quand même énorme. Avec des vidéos qui sont des visites qui durent pour certaines super longtemps. Donc ça, c'est ultra agréable. Un seul truc, c'est que c'est en allemand. Lui, il parle allemand dans ses vidéos, ce qui peut paraître normal. Alors, c'est peut-être un peu chiant pour les gens qui parlent pas allemand, mais je sais pas si vous savez, maintenant avec YouTube, on peut avoir de la traduction à la volée, vous devez savoir. Et donc, en activant les sous-titres, vous pouvez simplement avoir les sous-titres en français. Et je crois savoir que YouTube travaille sur une caractéristique, enfin une possibilité de faire du doublage automatique avec de l'IA. Donc, d'ici quelques semaines, mois ou années, vous pourrez voir ces vidéos en français avec sa voix qui parle français. Ça sera quand même excellent, quoi. Donc allez voir sa chaîne YouTube, abonnez-vous. Franchement, il le mérite, quoi. Son site, pareil, hein, j'ai fait un petit peu le curieux. Et donc son site date de 2012. Je suis allé voir dans Wayback Machine. Jusque-là, il est disponible uniquement en allemand. Alors, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est sur son site. Il doit y avoir greenjoe.de pour l'avoir en allemand et greenjoe.com pour l'avoir en anglais. Je crois que c'est sur ce site-là, mais je suis pas sûr. Ah, je sais plus, je vais pas vous dire de bêtises.
par principe, je vais vous dire qu'il est uniquement en allemand, mais je suis pas sûr. Puisque moi, de toute façon, je le regarde en français, donc. Et lui, il a plus de 950 références de plantes disponibles. C'est en général beaucoup de la Sarracenia et de la Dionée. Et il explique dans une interview qu'il a environ 40 000 plantes. Encore une fois, c'est des chiffres qui sont assez délirants. Donc, comme je l'ai dit, hein, son site, ça fait 13 ans qu'il est en ligne et on voit qu'il y a eu quand même pas mal de mises à jour, quoi. Quoi d'autre? En termes de collection, on l'a dit, 40 000 plantes, plus de 400 Sarracenia référencées et plus de 180 Dionnées. Donc si vous voulez des Dionnées, des Sarracenia, n'hésitez pas à aller voir son site, green-joes.com. Petit détail avec la photo qui va bien, des plantes qu'il propose à la vente. Cephalotus darlingtonia, Dionée drosera, il y a quasiment tout, hein, évidemment, sauf Triphyphyllum peltatum, mais ce sera bientôt, j'ai aucun doute là-dessus. Des graines, et il fait même des enchères. Donc ça, il y a des plantes qui potentiellement peuvent être intéressantes, qui partent pas trop cher, suivant le type. Évidemment, il y a des plantes qui partent très cher parce que son site est connu, mais il y en a certaines pour lesquelles c'est vraiment accessible à presque toutes les bourses, j'allais dire. Je vous montre un peu ce que ça donne. Alors à gauche, c'est les enchères. Vous avez par exemple 3 enchères. J'ai fait la capture d'écran hier ou avant-hier. Donc vous voyez là, on est déjà à l'enchère numéro 89. Voilà, il y a des plantes à 50 euros, un Cephalotus follicularis Wiley McLone. On n'a pas la suite. Et après, il y a une Dionée de chez lui, on va l'expliquer, et une jolie petite nep qui part déjà à 120 euros. Et à droite, vous avez le genre de plantes qui propose, hein. Donc vous voyez, il y a de la drosera, il y a de la dionée, il y a un peu tout. Il y a beaucoup de choses sur ce site. Donc voilà pour l'ami Matse. Je pense que ça se dit comme ça. Faites un tour sur son site, franchement, c'est très bien. Je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu quelques cultivars célèbres qui viennent de chez lui. Je ne sais pas si vous en connaissez ou si vous en trouvez spontanément. Je vous laisse 2 secondes de réflexion. C'est parti. Alors la première, alors je tiens à dire déjà que toutes les photos qui sont sur cette diapo, c'est des photos qui viennent de son site. Il prend vraiment un soin particulier sur les photos et c'est super agréable parce que personnellement, j'ai vraiment beaucoup de mal à photographier les plantes carnivores et notamment les dionnées pour mettre bien en valeur les pièges. Parce que je trouve ça super compliqué. Il y a des gens qui arrivent très bien. Moi, je n'arrive pas à faire un truc propre. Et lui, on voit qu'il prend vraiment un soin particulier à le faire. Donc 3 petits cultivars célèbres que vous avez déjà dû voir passer au moins la première. C'est Drosera GJ Phalanx. Alors GJ pour Green Joe, ce sera le cas pour tous les cultivars. Dès que vous avez ça dans le nom d'un cultivar, c'est un peu comme CK pour Christian Klein. Là, GJ c'est Green Joe, donc vous ne pouvez pas vous tromper. À ne pas confondre avec le Dionée Phalanx de Mike King. Mike King, donc on parlera sans aucun doute à la prochaine conférence. Deuxième plante que je connaissais pas, Dionée Green Joe Giant Kudo. Pour ceux qui connaissent pas trop bien les Dionnées, Kudo, c'est la seule Dionée qui se cultive en intérieur, si je dis pas de bêtises, et qui est vraiment minuscule, d'où le terme Giant pour celle-là. Les dents sont assez incroyables. Et la dernière de ces 3 petits cultivars, c'est Sher Khan, je pense que ça se dit comme ça, avec des pièges un peu torturés, on le voit, mais qui est quand même très sympa, très verte, mais très sympa. Je vous en ai trouvé 3 autres, parce que j'aime bien faire découvrir quelques plantes. Je pense que vous connaissez celle du milieu. Les 2 autres, je ne les connaissais pas. Une Green Joe Giant Shark, avec des dents assez caractéristiques de tous ces cultivars en shark, très très affûtés. On a Umger Crumpelt, dont on a parlé la dernière fois avec l'ami Dionne Fredo. Il nous disait que ne savait pas le prononcer. Et ben moi non plus. Et donc je crois que c'est un terme qui veut dire déformé ou quelque chose comme ça en allemand. Et Green Joe Goliath, qui présente évidemment comme une plante énorme. Et on voit que, à l'instar de Jeremiah Harris, il n'est pas sur hardcore, mais ça fait quand même des plantes assez solides. Avec une Dionée Goliath, avec un piège qui fait quand même pas loin des 5, qui fait un peu plus des 5 cm. Ce qui donne quand même un cultivar un peu sévère, mais très sympa. Je trouve les photos vraiment très jolies. Et ça donne une bonne idée de la forme des plantes, de ce que vous allez avoir, quoi. Pour avoir discuté un peu et avoir fait le tour de son stand,
à l'EE en 2023. C'était à Nancy, pour ceux qui se souviennent. Allez voir la playlist sur notre replay, c'était vraiment sympa. On a fait le tour un peu des stands. J'ai malheureusement pas pu l'interviewer parce que je parle pas allemand. Mais c'était très sympa. Il avait amené beaucoup de plantes. Il est très souriant. Il est vraiment tout le temps comme on le voit sur les photos, quoi. Et c'est vraiment, voilà, c'est très sympa. Le dernier qui a été débusqué par Eskend au début de la soirée tout à l'heure quand on n'était pas encore en conférence, c'est l'ami Matt Soper. Donc je pense que lui, je pense pouvoir dire que tout le monde le connaît, même si vous connaissez pas son nom, vous connaissez au moins ses plantes et sans doute sa pépinière. Alors Matt Soper, bah, c'est un producteur britannique. J'ai taxé les deux petites photos à droite là sur son site, dont on parlera tout à l'heure. Vous voyez que ça, c'est des photos qui sont quand même relativement vieilles. Donc lui, c'est un producteur britannique, j'allais dire ultra renommé, mais c'est vraiment un euphémisme. Il est fondateur d'une pépinière qui s'appelle Hampshire Carnivorous Plant, qui comme son nom l'indique, est situé au Royaume-Uni. Lui, il est né et il a été élevé à Southampton dans l'Hampshire. Et il s'est passionné pour ces plantes à peu près à l'âge de 7 ans. Voilà, vous voyez, il commence. Il y en a la moitié de ceux dont on a parlé qui ont commencé ultra tôt, gamin. Et pour lui, la petite anecdote, c'est pas comme Peter D'Amato, pas tout à fait. C'est que lui, il a vu une Dionée, on commence un peu tous par là, à la télévision. Il en a parlé avec son voisin. Et son voisin lui a fait une petite surprise. Il a réussi à lui en trouver une. Et bah, pour lui, ça a été vraiment le début de son aventure avec les plantes carnivores, vous allez voir. Et on parle quand même d'une époque où c'est pas cliquer sur ajouter sur le panier et t'es livré le lendemain avec Amazon, hein. C'est un truc où il faut se battre pour avoir des plantes, quoi. Même des dionétypes, je pense qu'à l'époque, c'était pas simple d'en avoir, hein. Euh, voilà, c'était pas du tout informatisé, et c'était fait par papier. Je vous en avais parlé la dernière fois avec tout ce qui était avec Bob Banran, et etc. Tous les gens qui référençaient ça, la Carnivorous Plant Newsletter en papier, au début, c'est tapé à la machine, quoi. Donc, il faut bien se rendre compte de ce que c'est à l'époque. C'est pas juste un clic droit, quoi. Qu'est-ce qu'il fait, le cher Matthew Soper? Eh ben, en 95, il transforme sa passion en entreprise et il lance donc le Hampshire Carnivorous Plant. L'année suivante, en 96, il participe, vous allez voir à quel point c'est important, au Southampton Flower and Balloon Festival. Et là, à partir de ce moment-là, j'allais dire c'est un festival, mais c'est une mauvaise blague. Ça marque vraiment les débuts de sa pépinière dans les salons horticoles. Et vous allez voir que c'est un peu sa marque de fabrique. Je ne sais pas si c'est lié au fait qu'en Angleterre, ils aiment beaucoup ce genre de sauce, ce genre de concours. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui va rythmer toute sa vie, quoi. Les concours horticoles, pour lui, c'est vraiment le centre des choses, quoi. Et bah, du coup, l'entreprise a pris de l'ampleur et elle explose pendant les salons, les salons d'exposition et les concours, et vous allez comprendre pourquoi. Petit point avant ça sur sa serre, j'ai fait un petit screenshot, comme tout à l'heure, du haut de son Hampshire Carnivorous Plant. Il est vraiment installé à la campagne, on le voit, et vous voyez, hein, effectivement, c'est très proche des côtes françaises. Qui est-ce qui m'a dit qu'il y allait dans le chat au début? Je sais plus. Qui m'a dit qu'il partait de Ouistreham et qu'il y avait moyen d'y arriver assez rapidement pour faire une petite visite. Donc effectivement, si vous êtes dans ce coin-là de la France, en fait, ça ne demande pas beaucoup de déplacements pour aller le voir. Et il fait souvent des journées portes ouvertes et il est super sympa et il a une collection de dingue. Donc franchement, si vous devez y aller, franchement, n'hésitez pas, quoi. Petit point sur son site web avant de parler de ses expos. Donc son site, c'est antsflytrap.com. Ce site est dispo en anglais et je pense que c'est pas lui avec un, je sais plus, je vais pas dire de bêtises, qui est disponible en allemand, je crois pas. En tout cas, il est disponible en anglais et évidemment, vous pouvez faire une traduction via Google Trad. Je sais pas si vous savez, Google Traduction. Vous copiez juste l'adresse du site dans la case de gauche, vous cliquez sur traduire, il vous affiche un autre lien avec le même truc, vous cliquez dessus et il traduit tout le site en français, il n'y a pas besoin de traduire page par page et ça franchement ça change la vie, quoi. Et chez lui, plus de 250 références disponibles. C'est moins qu'ailleurs, mais vous allez comprendre ensuite pourquoi. On va parler des récompenses. Je vous ai dit que c'était un peu le centre de sa vie et franchement il a bien fait parce qu'il est vraiment excellent dans ce domaine. Euh, En 99,
il, je vais dire il au pluriel parce qu'il travaille à 100% avec sa femme dans son exploitation, on en reparlera aussi. Ils ont remporté leur première médaille d'or à Chelsea, festival de plantes. Et en 2018, ils, ils célébraient leur 20e participation. Je vais vous expliquer. Voilà, ça c'est le genre de stand qu'il fait. Vous voyez à quel point c'est, je ne vais pas dire lunaire, mais ça doit être ultra impactant quand tu arrives devant ça. D'ailleurs, s'il a des images payantes sur la vie, c'est pas par hasard. Donc voilà, ça c'est un de ses stands, hein, par exemple. Ce qui est quand même, il a un art de la mise en scène qui est quand même assez fou. Et donc je vous disais qu'il a gagné des trucs. Et je me suis dit, comment je peux leur faire comprendre à quel point c'est incroyable ce qu'il a fait. Et ben, je me suis dit, voilà. Vous voyez, en 99, il a gagné sa première médaille d'or, dont je vous parlais tout à l'heure, hein, donc pour l'exposition. Et bah, en 2002 aussi, il a gagné une médaille d'or, hein, je vous en parlais tout à l'heure. Il a gagné encore une médaille d'or. Et entre les deux, eh ben, il les a toutes gagnées en fait. C'est-à-dire que le mec, pendant 23 ans, il a été premier à Chelsea tous les ans. Tous les ans, il a gagné le premier prix de cette récompense, enfin la récompense de ce prix ultra prestigieux anglais, quoi. Donc ça vous donne un peu l'idée du niveau du mec en termes d'investissement dans son travail et la capacité de travailler toujours autant, quoi. Il est célèbre pour pas mal de plantes que vous allez retrouver. On va commencer par la première qui s'appelle Sarracenia jutatype Soper. Celle-là, elle est donnée en l'honneur. Je me suis jamais posé la question en fait. J'ai toujours vu, je me suis dit ça doit vouloir dire quelque chose, mais j'ai jamais su. Et en fait, c'est le prénom de sa femme. Sa femme étant d'origine thaïlandaise. Les Thaïlandais ont l'habitude de donner des prénoms très imagés. Et en l'occurrence, le jutatype qui est donc son prénom veut dire sommet céleste quand on fait la traduction en français. Donc c'est la personne que vous voyez sur la photo de droite. Et donc les deux plantes de gauche, enfin les deux plantes de gauche illustrent le jutatype Soper. C'est une plante que vous pouvez trouver pour pas très cher. Pardon. C'est un hybride qui est relativement solide. Personnellement, je l'ai trouvé dans une grande enseigne de jardinerie qui commence par Jardy et qui termine par Land. Il y a au moins 5 ou 6 ans et je ne l'ai pas payé très cher et elle est toujours en vie et elle va très très bien. Donc pour celles et ceux qui aimeraient un hybride de Sarracenia à la fois facile, très sympa, vous avez vu les couleurs de la plante de gauche là? C'est incroyable, c'est une photo des dents de la terre, je crois que c'est une photo d'Enzo, ça si je dis pas de bêtises. Les veines, elles sont incroyables, enfin voilà. Très belle sélection de Matt Soper sur cette plante. Et puis jolie dédicace à sa femme qui bosse avec lui et qui est sur quasiment toutes les photos dans les concours et il n'y a aucun doute sur le fait qu'elle taffe autant que lui, quoi. La deuxième, encore une Soper, mais cette fois-ci c'est Daisy Soper. Alors bon, la photo du milieu vous met un petit peu sur la voie. C'est effectivement en hommage à une de ses filles. Et donc, on est sur celle-là, pardon. Et donc voilà, c'est la petite plante pas très grosse. On l'a vu un peu comme l'autre. Elle a un petit peu la même forme que l'autre. Plante aussi avec une vigueur assez incroyable. Ça a l'air, en tout cas, la photo de droite donne une bonne idée de ce que ça peut donner. Et donc, si vous voulez une plante aussi, je crois que celle-là n'est pas très chère non plus. Je ne sais pas si elle est aussi simple à trouver que la jutatype, mais en tout cas, et visiblement, ça donne une bonne base d'hybridation. Donc, n'hésitez pas à vous la procurer. Elle doit être dispo un petit peu partout. Troisième et dernière plante, parce que je ne vais pas toutes les faire, sinon on est là pour la soirée, que vous devez aussi connaître. C'est pas une Sarracenia. On part sur les Nepenthes. Là, du coup, c'est Rebecca Soper. Nepenthes Rebecca Soper, qui est un hybride aussi dédié à son autre fille, sa fille aînée, si je dis pas de bêtises, qui donc s'appelle Rebecca. Je vous ai trouvé 3 petites photos. J'en ai une à la maison et franchement, elles sont super jolies les urnes. Elles sont super fines, les feuilles sont très jolies, les couleurs. Vous avez vu ce rouge là que ça permet d'avoir quand vous la mettez bien au soleil. Elle est assez incroyable. Celle-là aussi, elle est relativement facile à tenir, si je dis pas de bêtises. Les spécialistes de NEP me contradiront peut-être tout à l'heure dans le chat, mais je crois que savoir que celle-là, dans de bonnes conditions, pousse plutôt bien, quoi. Un petit tour sur ces réseaux sociaux, parce que c'est comme ça qu'ils communiquent et c'est là qu'on a le plus d'infos et qu'on peut les contacter. Le compte de Matt Soper avec quand même 5800 followers. Vous retrouvez son adresse Facebook en bas. Il y a des infos un peu tout le temps.
Et j'avais pas vu, mais dans son intro, il a mis qu'il a gagné plus de 180 médailles d'or. Donc ça doit être tout concours, tout concours confondu, ce qui est quand même assez incroyable. C'est vraiment le centre de sa vie. Il est quand même, il se démerde bien, quoi. Et un petit coup de son Insta, Hampshire Carnivorous Plant. 2300 publications, il est aussi prolifique que les autres. 23 000 followers, 1600 comptes suivis. Et donc, on tombe sur son compte, sur son site, hein, flytrap.com. Et il rappelle évidemment qu'il a certainement la plus grande collection de plantes carnivores du UK. Et donc, c'est pour ça, évidemment, qu'il faut aller les voir. Ça, c'est bon. En plus de ces réalisations, on va rester un peu sur la slide d'avant. Voilà, en plus de ces réalisations, je voulais en parler parce que c'est important. En plus de ces réalisations commerciales, il est comme François May, il a consacré du temps à l'exploration et à l'étude des plantes carnivores dans leur habitat naturel. Vous avez vu les photos de la première slide de présentation. Depuis tout jeune, il voyage et il découvre. Il a entrepris pas mal de voyages en Asie du Sud-Est. Il a visité la Malaisie, la Thaïlande, le Laos, le Vietnam, Bornéo, Sumatra et beaucoup d'autres que je ne vais pas énumérer. Toutes ces expéditions, évidemment, ont enrichi sa compréhension et sa maîtrise et son appréciation des plantes carnivores. Aujourd'hui, Hampshire Carnivorous Plant, c'est une des pépinières spécialisées les plus réputées du Royaume-Uni et je crois pouvoir dire du monde. En tout cas, en offrant une large gamme de plantes. Et surtout, et le plus important, c'est quand même son savoir-faire. Je voulais terminer avec un truc, parce que c'est toujours un peu ce qui se passe quand je fais des conférences. C'est que quand je cherche, bah, je finis par trouver des choses un peu annexes. Et là, je suis tombé sur un article bien sympa qui s'appelle Pit Free Case Studies Hampshire Carnivorous Plants. Pour ceux qui ne parlent pas la langue de Snoop Dogg, ça veut dire étude de cas sans tourbe. Le cas donc de sa pépinière. Et en fait, bah, simplement, il explique. Alors, je vous laisserai aller voir l'article parce qu'il est plus complet que ce que je vais vous dire, évidemment. Mais il explique qu'en fait, ça fait 15 ans que lui et sa femme, et évidemment ses collaborateurs, ils expérimentent des substrats sans tourbe pour des raisons environnementales dont on a parlé à maintes reprises sur cette antenne. Je vous rappelle que Laurent, quand il nous a parlé de sa visite d'une tourbière en France, nous avait expliqué que pour faire de la tourbe, il faut composter des végétaux et que 1 mètre d'épaisseur de tourbe se forme en 1000 ans. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez creusé 1 mètre, vous avez enlevé 1000 ans d'histoire de tourbe et il faudra 1000 ans pour reconstituer ce mètre. Ça, Matt Soper, il en est très très conscient. Et lui, il a voulu essayer de la culture de Sarracenia sur sphaigne, parce que de la sphaigne, il sait en faire pousser. Et ben, en fait, il a réussi des résultats exceptionnels. Ça fait quelques mois et quelques années qu'on en a parlé sur notre chaîne du fait que la tourbe se trouve de moins en moins. Il y a plusieurs pistes pour l'expliquer. Le fait que c'est une ressource qui est compliquée à renouveler, le fait qu'il y a des gens qui s'en servent pour faire du chauffage et que ce soit exploité dans certains pays de manière totalement incontrôlée. C'est pas le cas en Allemagne. En Allemagne, c'est bien géré. Il y a des permis, il y a ce genre de choses. Il y a d'autres pays un peu plus à l'est où il n'y a pas ce genre de scrupules et où ils font ça à la pelleteuse. Donc lui, il fait attention à ça parce qu'il sait que c'est important. Et donc, en fait, lors du dernier show en 2024, dont j'ai parlé juste avant, lui et sa femme, ils ont présenté des sarracénias qui ont été cultivés sans tourbe, donc en full sphaigne, pour démontrer que c'était possible. Et lui, la seule chose qu'il conseille, la seule diff qu'il voit par rapport à la sphaigne, c'est un rempotage tous les 2 ans en tourbe, en culture sans tourbe, donc en sphaigne, parce que le substrat, évidemment, c'est le cas de la plupart des substrats alternatifs, ils ont tendance à se décomposer un peu plus rapidement que la sphaigne. Et voilà, sachez que ce mec qui gagne des prix, qui a des plantes exceptionnelles, on voit quand même, ça sert. Ce mec-là, il est en full sphaigne pour ses sarracénias, les amis. Et c'est assez hallucinant quand on sait que bah, Sarracenia, ça doit être bien ancré dans le sol pour tenir et tout. Il a quand même trouvé la formule. Je vous laisse évidemment en bas à droite l'adresse de cet article. Il est en anglais. Vous pouvez évidemment le faire traduire automatiquement par Google Translate. Il n'y a pas de souci avec ça.
Évidemment, je vous laisse creuser si ça vous intéresse. On peut en discuter parce que je trouve que ce sujet des substrats alternatifs est important et il faut dès maintenant commencer à en parler. Certains ont pris ce sujet à bras le corps et il y a des tests en cours chez certains producteurs et ça c'est cool et c'est bien qu'ils prennent les devants. Et c'est bien que ce sujet infuse aussi au fur et à mesure chez les amateurs parce que c'est eux qui font le plus gros de la consommation de tours. Moi, je suis le premier à utiliser de la tour pour mes sarracéniens, hein, que ce soit clair. Mais en voyant cet article, c'est clair et net que je vais tester, que je vais dépoter certaines plantes, des semis que j'ai fait en OP pour tester, qui sont dehors, et on va faire du full spheng et on va voir ce que ça donne. Et je vous donnerai les résultats de cette étude. Enfin, cette étude, non, de mon petit test. Soyons un petit peu plus modestes. Je vous laisse creuser, donc si ça vous intéresse, on va s'arrêter là pour cette conf. Évidemment, il va rester encore des chapitres à cette conférence. Certains d'entre vous se disent, mais il n'a pas parlé de telle personne, telle personne, telle personne. Évidemment, j'ai pas du tout parlé de Mike King, j'ai pas parlé de Peter D'Amato, de Stewart McPherson, de Thomas Caro, par exemple, et d'autres cultivateurs connus en Europe et aux États-Unis. Évidemment, ce sera pour la prochaine fois. J'espère que j'aurai un peu plus de temps pour préparer et j'essaierai de vous faire un truc le plus complet possible avec des petits pointeurs vers leur site, avec des anecdotes et ce genre de choses. En tout cas, les amis, merci de votre intérêt. Je vais terminer par la conclusion que j'utilise à chaque fois parce qu'elle est valable tout le temps. Il y a toujours des nouvelles infos à découvrir, il y a toujours des choses à aller gratter. Même si on connaît un peu par cœur les sites web, il y a toujours des anecdotes, il y a toujours des interviews, des tables rondes où on apprend des choses. La communauté, elle est soudée. Il y a beaucoup d'entraide, il y a beaucoup de discussions entre les producteurs, que ce soit en France ou aux États-Unis. On voit que l'ICPS, ça discute beaucoup. On voit qu'elle est aussi reconnaissante parce qu'elle propose des programmes pédagogiques, qu'elle n'hésite pas à donner des infos, à donner d'elle-même, à venir faire des expos, etc. Et je l'ai dit, je l'avais dit à la première et à la deuxième conf, c'est valable encore maintenant. Il va falloir encore plusieurs confs pour être un minimum exhaustif sur les gens qui sont, j'allais dire, les piliers de notre domaine. Et bah, ce sera le cas dans les prochaines confs. En 2025, on peut espérer. Je crois que nous sommes au bout de nos slides. Il y a quelques sources